Bonjour tout le monde. Je m'appelle David Collinette, président du conseil de l'Association canadienne pour l'OTAN et également ancien ministre de la Défense nationale du Canada. Et aujourd'hui, notre discussion, autonomie stratégique, regard croisé France et Canada, en partenariat avec l'Association française pour la communauté euro-atlantique. L'autonomie stratégique est un concept très important à cette époque dans un monde qui change rapidement. Nous avons la guerre en Ukraine, les menaces de la Russie vers l'OTAN, les défis posés par les Chinois autour du monde, les nouveaux politiques des États-Unis vers l'Europe, également au Canada et autres pays. Aujourd'hui, nous avons un panel distingué de discuter la situation politique qui confronte la France et le Canada. Notre modérateur de la discussion est mon collègue Marie Gay. Alors Marie, c'est vous qui avez la parole. Aujourd'hui, dans cette conférence, on va se pencher principalement sur l'autonomie stratégique en regardant du coup, un regard français et un regard canadien. Merci beaucoup pour vos mots de bienvenue et pour cette invitation. Alors évidemment, l'autonomie stratégique, c'est un sujet que nous, en France, nous avons souvent manié. Je dirais même que la France contemporaine, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tourne elle-même autour de cette approche. L'autonomie stratégique, qui est donc une expérience française, repose, à notre avis, sur deux fondamentaux. Il y a d'abord le fait que l'autonomie stratégique est une option, ça c'est une expérience française, j'y viens dans un instant, mais c'est aussi une nécessité. Et c'est plus là-dessus, je crois, que notre discussion peut peut-être s'appesantir aujourd'hui et éclairer le débat. Alors, en tant qu'option, l'autonomie stratégique, pour la France, ça a été, tout simplement se doter des moyens nationaux, de ne plus avoir à se retrouver dans une situation de danger mortel. C'est aussi simple que ça, mais ça souligne l'énorme responsabilité qui va derrière. Inutile de refaire l'histoire, enfin, la France a manqué de disparaître en juillet 40, donc elle a dû faire des choix extrêmement rapides et fondamentaux en 1956, lorsqu'après l'opération de Suez, avec nos collègues britanniques et Israël, à l'époque, nous nous sommes retrouvés abandonnés en rase campagne par l'allié américain. C'est une expérience historique fondamentale. Et donc, de cette expérience historique a découlé un certain nombre de choix qui fait que, aussi bien sur le plan militaire, politique que du renseignement, nous cherchons toujours à disposer de tous les moyens propres de nous faire une idée d'une situation de sécurité et d'y répondre sur le plan politique ou militaire. Mais comme je disais tout à l'heure, l'autonomie stratégique, c'est aussi une nécessité. Et en fait, c'est même une réponse à une vieille question américaine qui était parfaitement légitime depuis longtemps, c'était celle du partage du fardeau, du burden sharing. Les États-Unis, depuis des décennies, demandent que chacun remplisse ses devoirs et ses responsabilités dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Et c'est quelque chose, je dois dire, qui a pris du temps à être perçu avec tout le sérieux qu'il fallait. Je dis ça parce que quand on amène le sujet, souvent on entend dire, mais oui, mais bref, le partage du fardeau, c'est une chose, l'autonomie de décision, de renseignement, d'action en est une autre. Alors oui et non, enfin les choses sont liées, c'est-à-dire que depuis longtemps, et je ne prendrai pour ma part que la période qui a commencé avec la fin de la guerre froide, puisque c'est celle qui a introduit une espèce de fluidité maximale. Donc depuis 30 ans, je pense que beaucoup de nations européennes, la France n'échappe pas à cette critique, je pense, se sont tournées vers d'autres priorités et ont plus ou moins conservé celle de la défense. Certains l'ont, je citerai évidemment pas d'exemple, chacun y reconnaîtra les pays qu'il faut, mais certains alliés ont un peu abandonné en fait la défense, se disant qu'en fait, bénéficiant de la protection assurée à la fois par la dissuasion élargie des États-Unis et dans le cadre atlantique où elle s'exerce elle-même par
la défense collective assurée par l'OTAN, il n'y avait finalement pas trop d'efforts à faire. La période actuelle, qui vient non pas de s'ouvrir, mais de se révéler brutalement avec les premiers pas de l'administration Trump 2, eh bien, montre que, en réalité, cette nécessité, elle est non seulement là, elle l'a toujours été, mais elle est devenue absolument impérieuse. Et je trouve très intéressant, on en parlera, et je m'arrête ici, de voir à quel point nous semblons collectivement surpris et un peu pris dans l'urgence, alors que nous avons affaire à quelque chose qui relève finalement de la prudence stratégique, de la prudence du jugement et du bon sens politique. Depuis que je travaille sur les questions de l'OTAN, c'est-à-dire depuis 2003, j'ai toujours essayé de réfléchir dans une approche européenne, donc en essayant de réfléchir à la fois OTAN et Union européenne, et pas en distinguant ou en séparant les deux organisations. Et donc, j'ai très vite convaincu du besoin de l'autonomie stratégique. Et donc, je devrais être très content d'entendre aujourd'hui qu'on en parle un peu plus et qu'elle pourrait se concrétiser. Et malgré tout, je suis un peu inquiet parce que je pense qu'on est plus dans la communication, la précipitation et l'improvisation. Et je cherche toujours, pour l'instant, à voir quelle est la vision, quelle sera la stratégie et pourquoi on veut aujourd'hui concrétiser cette autonomie. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les obstacles sont vraiment levés? Et l'un des obstacles qui existent depuis quasiment le début de ces questions européennes, et Alexandre a évoqué le partage du fardeau, c'est ce que Julian Howarth avait appelé le dilemme de sécurité euro-atlantique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'États qui pensent que si l'Europe est forte, ça va inciter les Américains à se désengager, alors que peu d'États et en tout cas, la France pensait qu'au contraire, ça ne serait que si l'Europe était forte que les Américains accepteraient de rester à ses côtés. Et si on creuse un peu plus, ce qu'on peut observer de ces dernières années, c'est qu'il y avait une volonté américaine de se désengager, de laisser le fardeau aux Européens et de leur confier un peu plus de responsabilités, mais ils hésitaient à céder le leadership, d'abord parce qu'on les a habitués à l'avoir, justement à cause de ce problème du partage du fardeau, et aussi parce il manque de confiance envers la capacité des Européens à réellement prendre ce leadership. Et du côté des Européens, ils ne cessent de clamer qu'ils veulent être des acteurs. Et la stratégie de 2016 mentionne plusieurs fois l'autonomie stratégique, parce qu'ils veulent mettre en avant le projet européen, parce que pour certains, ils se posent des questions, et on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on concrétise un peu aujourd'hui, un manque de confiance dans la volonté des Américains de les protéger, mais ils hésitent à aller trop vite, parce que justement, ils ont peur, malgré tout, que les Américains se désengagent, et ils ont aussi un manque de confiance dans leurs capacités. Donc en fait, il y a beaucoup de manque de confiance de tous les côtés. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une sorte de révolution, on n'est même plus dans l'évolution de la relation transatlantique, mais ce que je trouve aussi étonnant, c'est le nouveau militarisme, voire le nouveau bellicisme des Européens, alors que rien n'est vraiment consolidé. Et à Vilnius, en 2023, lors du sommet, ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils devaient encore faire un effort pour avoir 300 000 hommes déployables dans des délais relativement courts à l'aune de ce qu'on pratique aujourd'hui. Je suis toujours très prudent et je me souviens toujours de la phrase du général Marshall à son staff au début de la crise de Berlin en 1948, en leur disant il faut toujours se méfier quand on traite des questions internationales de les aborder sur une base émotionnelle. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est plus dans l'émotion que réellement dans la construction. Il y a trois dimensions qui sont liées, sur lesquelles il va falloir réfléchir. Il y a une première dimension qui est la dimension européenne. Et donc pour les Européens, il va s'agir de penser la puissance, penser comment l'Europe peut être une puissance. Et là, on voit bien que ce ne sera pas forcément évident parce que les intérêts de chacun des Européens sont différents, parce que les cultures stratégiques sont différentes, parce que pour certains, je pense qu'ils voudront toujours, malgré tout, ne pas couper le cordon ombilical de façon trop rapide avec les Américains. Donc il faut que les Européens aient cette réflexion. Après, il y a une dimension atlantique. Et là, c'est la question de comment penser notre alliance, et c'est là où les Canadiens aussi ont sans doute choses à nous dire. Et pour revenir sur ce qu'a dit Alexandre Vulic,
Ce qu'il faut quand même se souvenir, ce qu'on entend aujourd'hui, les Américains veulent se désengager de l'OTAN, c'est la catastrophe, que va-t-il se passer? Mais il faut se souvenir que l'OTAN, initialement, dans l'esprit des Américains, ça n'était qu'une béquille temporaire pour permettre aux Européens de se réarmer et de défendre l'Europe vis-à-vis de l'Union soviétique. Et quand Eisenhower avait pris ses fonctions à la fin de 51, début 1952, il avait dit, si dans 10 ans, alors je cite de tête, mais je pense que la situation est à peu près exacte, si dans 10 ans, il y a encore des troupes américaines déployées en Europe pour des raisons de sécurité nationale, cela voudra dire que ce projet, l'OTAN, a échoué. Et l'idée était de désengager, de réarmer les Européens, et en particulier l'Allemagne, et de pouvoir désengager rapidement les forces américaines. Et c'est parce que les Européens qui, immédiatement après, ont accepté d'être capables d'aligner 50 divisions, 4000 avions, je ne sais pas combien de bateaux, n'ont jamais tenu leurs engagements, que le partage du fardeau, la question de partage du fardeau a été posée sur la table et qu'on en est arrivé, que c'est devenu un irritant persistant de la relation transatlantique. Et après, la dernière dimension qu'il va falloir aborder, et là je pense que c'est celle qui sera la plus compliquée, c'est la dimension euro-atlantique. Et alors j'ai cherché comment la caractériser, c'est peut-être pas... mais euro-atlantique, c'est de Vladivostok, de Vancouver à Vladivostok. Parce que la question quand même qu'il va falloir se poser, c'est comment on pense notre sécurité future. Parce que là, pour l'instant, tout le monde dit dans 5 ans, il va y avoir une guerre. Mais est-ce que dans l'autonomie stratégique, pour quoi faire? Pour faire la défense collective ou pas? Et est-ce que c'est dans l'intérêt des Européens et des Canadiens et des Américains qui sont liés par le traité de l'Atlantique Nord encore pour l'instant, d'avoir un ennemi, un adversaire potentiel permanent sur notre frontière orientale, d'autant plus que maintenant on a largement agrandi cette frontière, puisque maintenant avec la Finlande, on a gagné 1200 km de plus. C'est un peu mon approche, et j'ai cette approche aussi parce que je suis un vétéran de la guerre froide. La première fois que j'ai traversé le rideau de fer, c'était en 1977 pour aller chanter avec la chorale de mon école à Cracovie devant un cardinal qui s'appelait Karol Wojtyła, qui est devenu ensuite Jean-Paul II. Je suis retourné à Berlin en 1985, donc j'ai franchi 2 fois ou 4 fois, si on prend l'aller-retour, le rideau de fer, puis le mur de Berlin. Et quand tout ça s'est effondré en 90-91, j'étais persuadé que les murs en Europe allaient disparaître. Et on voit bien aujourd'hui que on en construit à la frontière finlandaise, à la frontière estonienne, à la frontière polonaise. Donc voilà, donc je pense que toute cette conversation autour de l'autonomie stratégique et du rôle des Européens comme acteurs de leur sécurité en Europe doit intégrer aussi cette dimension. Voilà. Merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir de partager l'écran avec vous et de discuter sur ces questions très importantes. Évidemment, le regard canadien est fondamentalement différent historiquement de celui de la France sur l'autonomie stratégique. C'est pas un concept qui est clé dans la grammaire stratégique canadienne, où historiquement, c'était plus l'idée d'être un allié fiable qui déterminait la politique étrangère et de défense canadienne que celle de vouloir un pilier européen indépendant des États-Unis. Au contraire, le Canada, comment on définit l'atlantisme, c'est pas un alignement sur les États-Unis, comme on l'entend en France. L'atlantisme, d'un côté canadien, c'est que les États-Unis restent engagés dans la défense de l'Europe. Le Canada a historiquement été vraiment un des acteurs fondateurs même de la création de l'OTAN, justement pour ne pas devoir exclusivement développer sa politique de défense avec les États-Unis, mais d'avoir un ancrage européen pour diminuer le poids de l'influence américaine sur le Canada et ne plus jamais que des Canadiens soient conscrits à devoir aller défendre l'Europe face à une guerre mondiale. Donc, l'idée, c'était de dissuader toute future guerre et d'ancrer les États-Unis dans la sécurité européenne. Alors, la perspective est fondamentalement différente dans la mesure où le développement d'autonomie stratégique n'a jamais été mis de l'avant par les Canadiens par crainte que ça crée 2 piliers, que ça les distingue, que ça les distende à un point où le Canada soit isolé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le fait que le nouveau premier ministre Mark Carney soit à Paris et rencontre ensuite son homologue britannique démontre le revirement géopolitique que l'on vit. Parce que historiquement, un nouveau premier ministre canadien fait ses premières rencontres à Washington. L'allié le plus fiable, devrait-on penser, mais ce n'est plus le cas. Le lien de confiance
historique entre le Canada et les États-Unis s'est rompu avec ce qui a commencé par une blague et qui n'est plus du tout drôle, cette idée de vouloir annexer le Canada aux États-Unis, d'en faire un 51e État américain. Je ne crois que jamais les Canadiens, après la Deuxième Guerre mondiale, n'ont pu imaginer qu'un tel scénario pourrait se produire. L'engagement du Canada en Europe pendant la guerre froide avec des milliers de soldats, des escadrons, la contribution à l'ensemble des opérations en Bosnie et maintenant le soutien à l'Ukraine a toujours été fait dans la perspective où le Canada, son flanc national, si on veut, était assuré, était protégé par les États-Unis, ce qui permettait au Canada de contribuer à la sécurité européenne sans nuire à sa propre défense nationale. C'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui fait que le soutien canadien à l'autonomie stratégique que l'on peut développer aujourd'hui, que l'on peut penser qu'il sera au cœur des discussions entre le premier ministre canadien et ses homologues français et britanniques, vise à réduire la vulnérabilité du Canada à l'égard des États-Unis, dérisquer notre relation avec eux, mitiger les risques que notre alignement peut, je dirais, sans faille historique sur l'armée américaine, que ce soit dans nos acquisitions militaires, que ce soit dans le développement des plans de défense, d'avoir cette protection à la maison pour pouvoir contribuer dans des différents conflits internationaux. Tout ça est remis en question. Ce qui pose la question de qu'est-ce que le Canada peut faire pour soutenir l'autonomie stratégique européenne, mais en tirer des bénéfices nationaux également. Et c'est ça qui est au cœur des discussions, ça n'a rarement été développé. Par exemple, est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir des partenariats stratégiques qui soient développés entre le Canada et la France, entre le Canada et le Royaume-Uni, qui permettraient notamment dans les dizaines de milliards qui vont être investis dans les prochaines années, qui soient faits de manière conjointe, que le Canada puisse, par exemple, dans le processus d'acquisition de sous-marins, dans le processus d'acquisition de peut-être une flotte d'avions de chasse pour pallier au manque de fiabilité du F-35 sur lequel le Canada a dévolu son choix jusqu'à présent, que ce soit pour l'artillerie, des feux à longue portée, etc. Le Canada doit investir de manière massivement dans ses forces armées, dans sa modernisation et l'augmentation de ses capacités, mais n'a plus confiance qu'acheter américain exclusivement sert sa sécurité nationale. Donc, forcément, il y aura des investissements ailleurs. Est-ce que ça peut être avec les Français, les Britanniques, les Allemands, les Sud-Coréens? Est-ce qu'on va aller avoir ailleurs? Ça, c'est sur la table. Et je crois qu'il y a une opportunité de nouer des relations beaucoup plus étroites. Le Canada pourrait participer notamment dans la production sur son sol de certains équipements européens, parce que même si on allait jusqu'à 800 milliards d'investissements supplémentaires tels que discuté à Bruxelles, si on se rendait jusque-là, je ne crois pas que l'industrie européenne soit capable de dépenser cet argent-là aussi rapidement. Donc, est-ce qu'il y a moyen de pallier, de délocaliser la production notamment? L'autre élément, et je vais m'arrêter sur cet élément aussi à reconsidérer, c'est dans quelle mesure le Canada peut-il continuer à contribuer à la sécurité européenne si sa sécurité nationale est menacée à la maison? Vous savez, il y a 2000 soldats canadiens en Lettonie présentement, qui est une nation cadre pour ce qui va devenir une brigade multinationale en 2026 dans le cadre du flanc est de l'OTAN. Le Canada contribue, est le 9e contributeur d'aide à l'Ukraine présentement en soutien militaire et soutient le déploiement d'une force européenne ou transatlantique, ou à voir, et peut-être les Australiens même et les Turcs qui pourraient s'y ajouter, pour dissuader une future agression russe en territoire ukrainien. Est-ce que ces engagements-là historiques qui s'inscrivent dans cet atlantisme, comme je le disais, plutôt pro-européen dans la conception canadienne, peuvent tenir si on fait face à une guerre commerciale où le président américain dit publiquement qu'il veut détruire l'économie canadienne pour nous forcer à être annexés? Moi, je n'ai pas la réponse, mais certainement que ça fait partie des considérations canadiennes, dans les discussions aussi avec leurs homologues européens. Si le Canada continue à contribuer à la sécurité européenne, est-ce qu'on peut avoir un engagement européen aussi pour assurer la protection du Canada, que ce soit au niveau commercial ou de la sécurité et de la défense? J'aime beaucoup l'approche et ça pose vraiment des bonnes questions. Vous avez aussi le NORAD et vous avez aussi votre sécurité aérienne qui est aux États-Unis. Il y a un général canadien qui est le numéro 2 du NORAD, etc. Mais là, pour le coup, vous êtes vraiment lié avec les Américains et les remises en question d'aujourd'hui, ça peut poser aussi des questions. Et en fonction des choix que vous ferez, par exemple, là, on voit que la discussion autour des F-35, est-ce que certains pays qui ont promis d'acheter les F-35 vont acheter tous les F-35 qu'ils avaient prévus ou est-ce qu'ils vont annuler une partie des contrats?
Ça va devoir être pris en ligne de compte. C'est pour ça que dans mon introduction, je disais il faut pas se précipiter, il faut pas improviser, et il y a des vraies questions auxquelles il faut prendre le temps de réfléchir. Je me souvenais avoir lu un article sur les premières discussions avant la discussion du traité de l'Atlantique Nord, les premières discussions qui auraient eu lieu en mars 1948 entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Et Lester Pearson, qui était le représentant canadien dans ces discussions, quand ils avaient évoqué la clause, donc ce qui allait devenir l'article 5 du traité, il a dit, dans le cas où la Belgique serait attaquée, on pourrait imaginer que le Canada déploie des forces à Fort Churchill, donc qui est dans la baie d'Hudson, et après il disait, et sur le long terme, on pourrait imaginer qu'on fasse de la production industrielle pour renforcer. Mais il n'imaginait pas un déploiement de troupes canadiennes à l'époque de façon permanente en Europe. Mais voilà, je voulais dire ce que c'était marrant, son approche à lui en 1948, et ce que vous venez de dire sur, on pourrait imaginer que le Canada il contribue à la production industrielle. Voilà, Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, le Canada s'est toujours fait tirer l'oreille pour contribuer à la sécurité. Donc, le Canada est un très grand partisan de la création de l'OTAN pour que les États-Unis restent engagés à la protection de l'Europe et prévenir la montée d'un autre hégémon régional en Europe, mais avec le souhait de ne pas y contribuer ou que ça coûte le moins cher possible aux contribuables canadiens. Ça, c'était la posture initiale. Pas de troupes canadiennes, même chose pour la guerre de Corée. On voulait soutenir les Américains, mais pas y contribuer. Et finalement, avec les pressions, notamment de Washington et de d'autres, le Canada, finalement, s'est engagé avec des milliers de troupes en Europe. Mais à partir de la fin des années 60, début 70, une réduction significative aussi de son contingent en disant il faut aussi que les Européens prennent davantage leur propre sécurité en main. Donc, cette perspective-là canadienne est un peu partagée avec celle des États-Unis au niveau du partage du fardeau, parce que le Canada doit à la fois contribuer à sa défense territoriale, et je vais y venir au NORAD, mais aussi à l'Europe et maintenant, bien sûr, à l'Asie-Pacifique. C'était le cas dans la guerre de Corée, guerre d'Afghanistan, et on peut imaginer un scénario là, autour de Taïwan aussi qui pourrait mener à un conflit et un engagement canadien. Donc, il y a comme plusieurs fronts et juste la défense de l'espace canadien. Mais effectivement, la logique du NORAD, c'est que le Canada, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, assurait sa propre sécurité aérienne, les États-Unis la leur, mais dans un espace commun. Et le NORAD a en fait scellé quelque chose qui se faisait déjà entre les forces aériennes des deux pays, une coordination, une collaboration extrêmement étroite dans l'identification des bombardiers à l'époque soviétique là, qui voulaient pénétrer l'espace aérien pour pouvoir mettre en joue les États-Unis et le Canada. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un processus de modernisation en cours pour les 20 prochaines années qui engage des dizaines de milliards de dollars et qui est fondé sur la prémisse d'un partage étroit de renseignements. Donc, le F-35, lié au système Aegis dans les navires de guerre, lié au système de radar sur le sol, des satellites en basse orbite, tout ça est intégré à Colorado Springs et il y a ensuite une attribution des missions de manière opérationnelle entre les avions ou les chasseurs canadiens ou américains, selon qui est le plus proche de la menace. Ce qui fait que d'ailleurs, quand il y a un ballon chinois qui a traversé l'espace canadien, c'est un avion de chasse américain qui l'a abattu et non pas canadien. Donc, une très grande collaboration. Remettre en question ça, aujourd'hui, je sais que ça relève de l'émotion. Effectivement, on fait face à survie de confiance. Mais d'un autre côté, la politique de défense ne peut pas se permettre de dire on va espérer que les États-Unis restent un allié fiable et ne pas se préparer à ce qu'ils ne deviennent plus. On pourrait dire on va attendre 2 ans, les midterms s'en viennent, le président Trump va perdre son congrès parce qu'il y aura trop d'inflation, la crise économique causée par ces guerres de tarifs va le rattraper et tout va bien aller. On a juste à attendre et tout ira bien. Je crois que c'est pas responsable politiquement d'avoir une politique de défense qui est fondée sur l'espoir. Je pense qu'il faut se prémunir contre un bris de confiance qui s'accroîtrait pour développer une plus grande résilience. Sur le partage de renseignements, notamment, il faut que les avions de chasse canadiens puissent opérer sans nécessairement le commandement à Colorado Springs. Donc, Winnipeg, qui est la base aussi canadienne, puisse opérer de manière plus autonome. La construction des nouveaux radars qu'on fait dans la zone polaire présentement au Canada doit être capable d'opérer idéalement avec les États-Unis, mais si on arrivait à un point où ce n'était plus possible d'opérer seul, sinon la défense aérienne serait complètement canadienne, s'écroulerait. Même chose pour la flotte, je vais terminer là-dessus. Moi, je ne suis pas partisan d'annuler l'acquisition de F-35. Déjà, il y en a 16 qui ont déjà été payés, qui sont en production, qui vont arriver l'année prochaine. Par contre, réduire la quantité possible de l'offre, mais surtout trouver une alternative. Il faut un deuxième chasseur. Il faut avoir de la résilience. Il faut une flotte mixte où
D'un côté, on peut avoir les F-35 qui sont très utiles pour pénétrer les défenses antiaériennes, par exemple, advenant un conflit contre la Russie ou contre la Chine, mais un avion comme le Rafale ou le Gripen pourrait très bien faire l'affaire pour la défense continentale du Canada. Et rien n'empêcherait le Canada d'avoir une flotte mixte, comme beaucoup d'alliés d'ailleurs européens qui n'ont pas un seul chasseur pour défendre l'espace aérien. Je crois que ça serait plus raisonnable politiquement, plus prudent stratégiquement, et ça aurait le luxe de ne pas rompre la relation, de ne pas accélérer la tension ou ne pas envenimer la relation avec les États-Unis de Donald Trump, un homme qui est hyper sensible, on se le dit, là, qui a un complexe d'infériorité immense et qu'il faut ménager et flatter pour ne pas s'attirer ses foudres. Donc, je pense qu'il faut préserver certaines acquisitions avec les Américains, mais développer d'autres piliers pour rendre la politique de défense canadienne plus résiliente. Je ne l'ai peut-être pas entendu, mais à mon avis, je pense qu'il y a un endroit que vous n'avez pas cité, c'est l'Arctique, et vous allez être obligé, plus le réchauffement climatique va avoir de l'effet dans l'Arctique, et plus vous allez être obligé d'être capable d'asseoir votre souveraineté sur l'Arctique, pas simplement dans le domaine aérien. Et là, vous ne pouvez pas non plus vous couper complètement des Américains et être tout seul. En tout cas pour la partie aérienne. Et après, il faut que vous soyez capable d'investir pour avoir les outils maritimes et terrestres capables de se déployer dans cette région. Ben, pour le terrestre, je crois qu'on peut tout à fait se délier des États-Unis, que ce soit la création de pistes d'atterrissage, de routes, ou parce que essentiellement, se rendre à ces régions-là, c'est plus loin qu'aller en Europe, là, quand on part de Montréal, et il n'y a souvent pas de route. Donc, on ne peut pas simplement prendre une voiture et se rendre en Arctique. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures qui doivent être investies parce que le pergélisol le fond et que ça remet en question un peu la solidité de la région. Il y a beaucoup de populations aussi qui sont extrêmement isolées, qui font face à des crises alimentaires et des insécurités. Même l'accès à l'électricité, à l'eau potable est un enjeu. Donc, il y a un côté infrastructure qui est très politique intérieure, essentiellement canadienne. Ce n'est pas une politique extérieure, l'Arctique, c'est sur le territoire canadien où les populations canadiennes y résident. Le volet aérien est essentiel. Je pense que le Canada doit notamment développer une flotte de drones, une industrie de drones aériens, maritimes, sous-marins, développés parce que c'est l'avenir et c'est essentiel pour la sécurité canadienne. Mais au niveau maritime, le Canada a plus de brise-glace que les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui font appel à la marine canadienne pour aller à leur base au Groenland grâce aux brise-glaces canadiens parce qu'ils n'ont pas les infrastructures. Et d'ailleurs, c'est ce qui a choqué Donald Trump, qui veut investir beaucoup dans la production de brise-glace aux États-Unis parce qu'il réalise que les États-Unis ne peuvent pas opérer seuls en Arctique parce qu'ils n'ont pas une flotte comme les Russes ou comme les Canadiens pour opérer, disons, 12 mois par année dans certaines eaux extrêmement glacées. Cela dit, l'Arctique canadien, ce n'est pas l'Arctique européen. Il est beaucoup plus froid, beaucoup plus gelé que celui au nord de la Norvège notamment, ou de la Russie, par exemple. Ce n'est pas du tout le même type d'infrastructure. De penser qu'il y aura plusieurs navires commerciaux du tourisme 12 mois par année, on n'en est pas là. On est à quelques dizaines de voyages par année. Et donc, la mission canadienne, surtout maritime dans la région, c'est de secourir les navires qui sont pris dans les glaces ou qui ont besoin d'aide et non pas se prémunir contre une invasion terrestre sur son territoire ou voire un assaut amphibie contre des ports maritimes. Donc, je pense que oui, éventuellement, il faut développer une plus grande capacité d'opération indépendante dans la région, mais ce n'est pas non plus une urgence aussi importante, je dirais, aujourd'hui, que celle d'être capable de développer des partenaires avec des alliés plus fiables que les États-Unis pour donner de la marge de manœuvre aux décideurs canadiens advenant une situation encore plus grave dans notre relation avec les États-Unis. Alors moi, j'ai juste une petite question pour Monsieur Vulic. Je voudrais savoir votre perspective. Donc face à l'approche de Monsieur Massy qui parle justement un peu une approche d'apaisement avec les États-Unis, c'est-à-dire essayer de conserver une relation qui est saine tout en essayant de conserver des possibilités extérieures à leur relation aux États-Unis. Quelle est votre perspective en tant que diplomate et quelle est votre perspective sur cette approche-là? Alors d'abord, merci beaucoup. D'abord, je trouve très intéressant tous les points développés par Justin Massy. Il y a vraiment de quoi creuser la réflexion ensemble au-delà de cette discussion. Évidemment, je suis pas dans les chaussures du Canada, mais difficile d'aller très loin dans mon commentaire. Mais je pense que, comme il l'a déjà un peu dit tout à l'heure, la réponse à ce qui se passe est d'une part se renforcer soi-même. Ça, c'est quelque chose, c'est un service qu'on se rend toujours. Le Canada, je crois que Justin l'a dit tout à l'heure, a un certain retard dans sa dépense
de défense a aussi un certain retard dans son équipement. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que Carnet qui était en visite à Paris. Il y avait le sous-marin nucléaire d'attaque qui a fait escale à Halifax, ce qui est à la fois un signal et je pense une invitation pour nouer de potentiels partenariats pour la suite. Donc il faut se renforcer, il faut aussi diversifier ses relations. Et ce que je trouve très intéressant dans ce qu'ils disaient Justin Massy, que je rejoins totalement, là pour le coup en tant que diplomate, enfin, c'est totalement logique. Le Canada, État nord-américain, continuera nécessairement à devoir organiser sa sécurité propre et à contribuer à la sécurité du voisin du Sud en tant qu'État nord-américain. S'il n'y a pas de doute là-dessus. Petite parenthèse, une des raisons, au-delà de la provocation qui représente les propos de l'administration américaine vis-à-vis du Canada, sur la prise de contrôle, le 51e État, enfin, le langage est extrêmement brutal et choquant. Si on prend un peu de profondeur historique, et indépendamment de la personne du président américain actuel, il y a un intérêt fondamental des États-Unis pour assurer sa sécurité en Amérique du Nord aussi, y compris vis-à-vis des Chinois et des Russes dans l'Arctique, y compris pour s'assurer que les réseaux de renseignement d'adversaires ne soient pas trop présents en Amérique du Nord, ou en tout cas pas trop efficaces. Donc ça, c'est quelque chose qui reste, qui va rester, qui va rester, qui est légitime, auquel le Canada peut contribuer, mais évidemment, le Canada doit se faire respecter. Je pense que nous devons aider le Canada comme allié à se faire respecter. Je ne sais pas si on y arrivera, je ne sais pas du tout quelles sont les intentions concrètes des États-Unis. On n'a pas parlé du Groenland non plus, mais une bonne stratégie, c'est se renforcer, se donner les moyens, diversifier. Et quand on parle de diversification aussi, je voudrais rebondir sur un autre point très important qu'a fait Justin Massy, c'est le renseignement et le partage du renseignement. Là, je crois qu'on a potentiellement une nouvelle ère qui s'ouvre. J'ai entendu, corrigez-moi si je me trompe, des pressions américaines sur la famille du Five Eyes pour ne pas partager ceci ou cela avec un tiers, pour exclure potentiellement l'un ou l'autre des partenaires de tel ou tel partage. Alors, ce n'est pas des choses qui sont totalement nouvelles. Il me semble qu'au moment où le Canada et la France partageaient les doutes sur l'invasion de l'Irak en 2003, il y avait déjà eu des débats au sein du Five Eyes. Je ne crois pas que le Five Eyes va disparaître et que ce soit dans l'intérêt de qui que ce soit, mais je pense, en revanche, que ça peut peut-être nous faire réfléchir ensemble sur une formule vertueuse de partage du renseignement entre nous, parce que sans capacité accrue à voir, à entendre, à se faire une idée, à évaluer une situation de sécurité, on est évidemment beaucoup plus démunis sur le plan politique et militaire pour agir ensuite. Donc je crois qu'il y a là, en fait, entre l'approche que nous évoquions tout à l'heure avec Frédéric, française de l'autonomie stratégique, et celle que développait Justin Massy tout à l'heure, de la vision canadienne, de la complémentarité à creuser. Naturellement, il faut aussi pouvoir en convaincre nos partenaires européens, qui ont eux-mêmes des vues parfois assez différentes, qui peut relever soit de la position géographique. Et là, j'imagine que quoi qu'il arrive, on se retrouvera certainement prochainement à parler plus particulièrement entre pays européens intéressés évidemment à ce qui se passe à l'est du continent européen, mais aussi au nord. Et là, donc, les Danois, les Suédois et les Finlandais, nouveaux alliés, qui sont dans le Conseil arctique, dont la France ne fait pas partie, par exemple, mais alliés observateurs, ce sont des synergies qui doivent pouvoir se développer aussi. Un dernier petit mot, parce que je pense que c'est important par rapport au passé. Nous avions envisagé la défense européenne au début des années 2000 comme un exercice, une façon de gérer les crises au-delà des théâtres immédiatement proches ou dépendants de l'Europe. Et on pensait le faire avec
nos alliés non membres de l'Union européenne et les Canadiens ont joué un rôle tout particulier et important là-dedans. Évidemment, il faut renouveler aussi cette réflexion parce il est clair que la question ne se pose plus exactement dans les mêmes termes et qu'on va donc devoir trouver des formules par lesquelles le Canada, le cas échéant, sans que cela se passe nécessairement au sein de l'Alliance Atlantique, contribue à des renforcements militaires ou à des opérations avec des Européens de manière peut-être ad hoc, en format coalition. Ça, c'est une chose à laquelle il faut pouvoir se préparer. Et donc, avec une approche un peu renouvelée, un peu différente. Du côté français, j'oserais dire, alors je retire un instant ma casquette de diplomate français, parce que ça relève de décisions politiques qui ne relèvent pas du tout de mes capacités, de mes prérogatives. Mais je voudrais dire quand même, je pense il va falloir qu'on trouve un moyen d'adopter le CETA, hein, parce que l'accord économique et commercial entre la France, entre l'Union européenne et le Canada, parce qu'il y a là aussi une question, je pense, à la fois de confiance, d'intérêt économique, de création d'un levier. Je pense que les États-Unis peuvent prendre en compte dans leur propre approche et du Canada et de l'Europe. Donc j'ajouterais ce point qui n'a rien à voir avec la défense et la sécurité, en tout cas directement, mais qui relève d'une approche intelligente, je pense, en termes politiques, dans ce que nous voudrions faire ensemble entre Européens et Canadiens. Moi, je me permettrais de rebondir sur le point sur le renseignement qui est vraiment important et qu'on n'a pas à s'imaginer simplement quelque chose d'hypothétique pour le voir. On l'a vu en Ukraine, on a vu quand les États-Unis ont suspendu l'aide et le partage de renseignements avec les Ukrainiens, que les Européens et Canadiens, j'inclus le Canada là-dedans, n'ont pas les capacités de suppléer l'offre de renseignement américaine. Et c'est là où on peut voir les insuffisances existantes. Donc, je sais que la France promeut depuis très longtemps l'autonomie stratégique, mais il faut quand même prendre acte du fait que c'est un idéal à atteindre, que ce n'est pas un constat objectif. Il y a beaucoup de dépendance encore sur le renseignement, notamment américain, que ce soit au niveau des satellites, des drones, des AWACS et autres capacités, que les Européens et les Canadiens vont devoir développer chez nous. Parce que si les États-Unis sont prêts, sous Donald Trump, à suspendre l'aide à un partenaire de longue date des États-Unis, qui sait ce qu'il ferait dans une circonstance où il y aurait une agression russe dans les pays baltes, en mer Baltique ou je ne sais trop où ailleurs. Est-ce que les États-Unis de Donald Trump seraient plutôt favorables à normaliser les relations avec la Russie et coopérer avec la Russie plutôt que de soutenir ses alliés historiques? Je pense que poser la question simplement et ne pas être critiqué de faire de la science-fiction démontre l'importance de développer ce pilier-là. Donc, c'est un pilier de capacité d'un côté, mais de l'autre, effectivement, de canaux de partage également et de voies de communication pour que nos commandements et contrôles soient beaucoup plus intégrés avec les pays arctiques, oui, mais aussi du flanc Est, parce que je pense que du côté canadien, on ne peut pas séparer les deux théâtres. Si un conflit éventuel avec la Russie, que ce soit en Europe de l'Est, dans la mer Baltique ou dans l'Arctique européen, ça a des incidences sur la sécurité nationale et l'Arctique canadien directement. Surtout si les États-Unis sont en marge, sont en retrait. Alors, je pense qu'il ne faut pas dissocier ces théâtres-là et c'est fondamental de développer ces liens de communication dès à présent, mais surtout monter en gamme de capacités. Je pose aussi la question d'un domaine qu'on n'a pas abordé, que je cite simplement en passant, mais qui a son importance. C'est par exemple de pouvoir renforcer notre capacité à accéder et à placer des moyens qui nous permettent de voir et d'entendre dans l'espace. Investi son énergie ces dernières années à convaincre d'autres partenaires européens que le caractère dual de l'approche de l'espace était quelque chose de vertueux plutôt qu'un problème. Certains avaient une vision parfois un peu étroite de l'espace. Le Canada est historiquement une puissance spatiale. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être aussi faites sur ce plan capacitaire-là. Mais la question, ça va être, si c'est pour faire de la défense collective,
Est-ce qu'on le fait en dehors de l'OTAN ou est-ce qu'on commence d'abord par européaniser l'OTAN et à faire en sorte que les Européens et les Canadiens prennent plus de poids à l'intérieur de l'OTAN? Pourquoi le SACEUR, demain, ne pourrait-il pas être un Européen? Ce que Eisenhower avait proposé à De Gaulle en 1957, en lui disant qu'en plus, il verrait plutôt un Français comme SACEUR, ce que De Gaulle n'avait pas sauté mordu à l'hameçon. Mais on peut très bien imaginer d'avoir plus de responsabilités prises par les Européens. Et les Américains l'avaient proposé en 2012 ou 2013, ils avaient proposé on organise les forces de l'OTAN en deux paquets, un paquet strictement européen et un paquet strictement américain. Et seuls les Américains, quand ça a été discuté au niveau des directeurs politiques, seuls les Américains, donc le représentant américain qui était à la table, et le chairman du groupe, qui était l'ambassadeur Vergebo à l'époque. Donc, seuls les deux Américains qui étaient autour de la table étaient en faveur du projet. Aucun, ni Européen ni Canadien, était en faveur. Mais l'idée, il y a plus de 10 ans, elle a été posée sur la table. Et donc, peut-être que la première étape, ça serait d'européaniser l'OTAN et d'utiliser, puisque finalement, on a investi et tout est en place. Après, il suffit de bien organiser les canaux, mais ça permet d'agréger la Norvège, le Canada, enfin tous les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, et de voir comment l'Union européenne peut venir compléter, en particulier dans le domaine industriel, d'aider à développer les capacités. Je ne dis pas que c'est la solution, mais je dis qu'il ne faut pas aller trop vite et il faut explorer toutes les options qui sont sur la table, mais on voit bien que cette préoccupation, en écoutant Justin, on voit bien que cette préoccupation d'autonomie stratégique, c'est pas un sujet strictement européen, mais que c'est aussi une question qui se pose de l'autre côté de l'Atlantique. Si les Américains qui ne souhaitent pas s'investir dans un certain nombre de crises, de conflits et qui donnent les signaux de retrait, acceptaient néanmoins que nous puissions, Européens, Canadiens et autres Européens non membres de l'Union européenne, utiliser non seulement des moyens de l'Alliance Atlantique, mais prendre un certain nombre de décisions, ce serait une chose intéressante. Je pense que c'est différent je ne sais pas du tout si c'est ce que vous aviez à l'esprit, mais c'est une chose qui est différente de la remise en cause de l'Alliance telle qu'elle est en termes d'adhésion, parce qu'évidemment, le découplage ou les idées assez peu réalistes, caucus européens au sein de l'Alliance, sur tous ces sujets-là qui ont été discutés, qui ont suscité d'énormes polémiques et controverses éthiques, théologiques. Néanmoins, compte tenu d'une nouvelle situation, il faut reconnaître qu'on continue de dépendre des États-Unis là-dessus. Si leur position nouvelle n'était pas incompatible avec une utilisation de l'OTAN et des décisions au sein de l'OTAN qui ne les impliqueraient pas nécessairement, ce pourrait être quelque chose d'intéressant pour l'autonomie stratégique européenne. Enfin, je dis ça parce que, d'un point de vue français officiel, le dépassement de l'Alliance ou la concurrence avec l'Alliance sont des choses qui appartiennent globalement au passé, ce ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais ces dernières années ont été plutôt consacrées à la réflexion sur le pilier européen de l'Alliance. Alors, il y a des questions de définition qui se posent, de conséquences des définitions qui se posent, mais grosso modo, on voit bien ce que ça veut dire. C'est, une fois de plus, une prise supérieure de responsabilité avec des moyens supérieurs de la part des Européens et d'autres, pas simplement, ça peut concerner le Canada, au sein de l'Alliance. Évidemment, avec des passerelles, des liens de coopération, des points communs forts avec l'Union européenne, puisque les membres de l'Union européenne sont massivement membres de l'Alliance Atlantique, et quand ils ne le sont pas, ce sont des partenaires proches. Donc, par conséquent, on a affaire à une seule et même famille au plan technique, même si grands responsables historiques de l'Alliance Atlantique des États-Unis, sans aucune diminution du rôle joué par le Canada qui était essentiel, sont devenus effectivement au moins prévisibles qu'auparavant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, messieurs, là-dessus, parce que si on met les autres options sur la table, première option, c'est le pilier au sein de l'Union européenne, qui exclut beaucoup de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, dont le Canada, la Norvège et autres, et qui inclut des pays avec lesquels l'alignement est peut-être moins grand aussi aujourd'hui. Évidemment, Hongrie, Slovaquie en tête présentement. Donc, est-ce que c'est le bon pilier, le bon format? Pas certain, et certainement pas d'un point de vue canadien. Deuxième option, une coalition ad hoc. Donc, il faut construire sur rien.
un peu comme l'opération franco-britannique au départ en Libye, avant que l'OTAN prenne le commandement de cette opération-là. Beaucoup de difficultés de commandement de contrôle, il y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de secrétariat, il y a pas d'institution derrière, et on ne parle même pas maintenant des standards de normalisation, je ne sais pas, des munitions, des communications, etc., qui sont à créer. Donc, beaucoup plus onéreux, long, difficile, et déterminer qui a le lead sur ça risque de créer beaucoup de friction politique. Alors, la voie à suivre, c'est bien sûr, à mon sens, comme vous le dites, l'européanisation de l'OTAN. Les structures existent, les infrastructures sont présentes, les postes sont là, les standards existent, la normalisation est là. Ce qu'il faut, c'est progressivement remplacer les généraux américains et les capacités américaines. Et ça peut se faire dans le temps, graduellement, de manière posée, de manière réfléchie, de manière discutée, si les États-Unis y consentent. Et bien sûr que l'administration Trump, je pense, y consentirait si elle sentait que les Européens étaient prêts à prendre une plus grande part du fardeau. C'est exactement le message qu'envoie Donald Trump. Le problème, c'est que je vois que certains autres alliés européens s'y opposer parce que la crainte, c'est que si on remplace progressivement les Américains dans les structures décisionnelles de l'OTAN, les États-Unis pourraient commencer à réduire leur contingent européen en Allemagne et en Pologne. Et ces pays, je crois, s'y opposeraient. Ils ne craignent pas. Au contraire, on voit la Pologne souhaiter l'élargissement de la dissuasion nucléaire sur son sol avec des ogives américaines. On est dans une logique contraire où on veut s'assurer de la présence américaine sur son territoire pour garantir le lien transatlantique avec Washington. Donc, je verrais des obstacles aussi dans cette mise en œuvre-là. Je crois que c'est la bonne voie à suivre, mais il ne faut pas non plus être naïf qu'il n'y aura pas de la résistance d'une logique qui dit non, on veut préserver la relation avec les États-Unis, on veut garder les 100 000 soldats américains présentement déployés en Europe, on veut EUCOM qui reste aussi présent et toute l'infrastructure qui vient avec pour une réponse à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Europe peut remplacer? Comment peut-elle substituer ces capacités-là? Donc, l'élargissement de la dissuasion française nucléaire peut être à discuter, mais il faut certainement parler de quels sont les besoins de ses alliés et qu'est-ce que l'Europe peut offrir pour compenser un éventuel retrait américain. Mais européaniser l'OTAN, ça ne veut pas dire exclure. Quand on regarde bien, le secrétaire général de l'OTAN, c'est toujours un Européen ou un Canadien, mais c'est pas un Américain. Donc ça, c'est acquis. Le président du comité militaire, c'est tout sauf un Américain. Mais le vice-président est toujours un Américain. Donc on a déjà une chaîne. Si Sacker devient un Européen, mais que le dissaqueur est un Américain, pour faire la coordination avec les troupes américaines qui sont en Europe, donc c'est soit les Européens, les Canadiens, enfin les alliés non américains sont capables de se débrouiller tout seuls, dans le cas d'un conflit localisé en Europe, et à ce moment-là, bah, tout va bien. Et si jamais il y avait besoin d'un engagement américain ou d'un soutien américain en termes de renseignement, etc., il y aurait toujours le canal du deputy sacker qui pourrait être le EUCOM. Enfin, après, c'est les Américains, ils feraient leur... Mais finalement, quand on regarde bien, après, il y a les commandements de Naples et Ramstein qui sont commandés par des Américains qui ont une autre casquette. Mais finalement, on pourrait y mettre un Européen et avoir des canaux de liaison avec les Américains aussi. L'idée, ça serait pas de les mettre à la porte. Mais en fait, c'est pour ça que je rappelais ce qu'avait dit Eisenhower quand il a pris la responsabilité de Sakur. J'avais été très frappé de voir, alors que tout le monde sait que la communauté européenne de défense, c'était quelque chose qui, si on l'avait voté, si on l'avait mis en œuvre d'un point de vue militaire, ça n'avait strictement aucun sens. Et Eisenhower, qui était un militaire, il poussait à fond les Français pour qu'on ratifie. Et c'était parce que justement, il voulait simplement que ça permettait de réarmer l'Allemagne. C'était son seul objectif. Et donc, il y avait vraiment une volonté de retirer les troupes américaines d'Europe. Bon, après, il y a eu tous les développements. Mais finalement, ça ne serait pas incongru qu'on revienne à ce qui était l'idée originelle, si c'est bien présenté et si on donne des garanties, encore une fois. C'est pour ça que je parlais de confiance dans mon introduction. Si on est capable de rassurer les Américains, ce que vous évoquiez la Libye, on a dit à Obama, vous allez voir ce que vous allez voir, avec nos petits bras musclés, on va s'en occuper tout seul. Et puis au bout de 15 jours, on a été obligé de dire, au secours, on ne sait pas faire. Et du coup, c'est l'OTAN et on est arrivé sur le leading from behind, etc., etc. Soyons sérieux, faisons les investissements nécessaires et présentons une copie qui soit acceptable et montrons qu'on est capable de la jouer. Et encore une fois, je prétends pas que j'ai trouvé la solution, mais je pense que c'est une solution qui mériterait une conversation entre Paris, Berlin et Varsovie peut-être au début, trois grands acteurs européens, puis après agréger les Britanniques, enfin tous les autres pays, les Canadiens, pour qu'on peut la faire d'emblée à tous, je sais pas.
Est-ce qu'il faut le faire par étapes? Moi, je serais diplomate, je ferais ça sans faire de la communication, sans faire de communiqué, sans faire de publicité. Je prendrais le temps de faire des réunions sous le radar pour justement et pas venir polluer le débat et de faire un concours de beauté comme on a pu le voir au moment de la livraison des chars pour l'Ukraine, etc. Mais je pense que c'est en tout cas une première étape qui mériterait de trouver le temps de la discussion. Alors moi, j'ai une dernière question pour vous tous. C'est une question, je vous avouerai que c'est plus par curiosité personnelle. Donc récemment, vous avez vu qu'en gros, il y a pas mal de menaces économiques entre la France et les États-Unis, mais ces menaces économiques, elles sont du coup aussi très clairement présentes entre le Canada et les États-Unis. Et je me demandais, avec ces tensions commerciales qu'on peut voir, donc particulièrement entre le Canada et les États-Unis, et un monde qui devient clairement de plus en plus multipolaire, il y en a certains qui suggèrent que le Canada devrait renforcer ses liens avec l'Union européenne, voire envisager une intégration plus poussée ou une adhération à l'Union européenne. Donc avec les deux perspectives, une canadienne et une française, j'aimerais bien avoir votre opinion justement sur ce sujet qui est un petit peu controversial. Alors, moi, j'aimerais bien avoir mon passeport européen pour pouvoir voyager librement partout en Europe. Je pense que c'est, par contre, il y a plusieurs étapes avant de se rendre là éventuellement. Beaucoup de Canadiens, en fait, il y a un sondage qui a été fait. Il y a une plus grande part de Canadiens, beaucoup plus de Canadiens qui préféraient joindre l'Union européenne que les États-Unis d'Amérique. Donc, déjà, c'est une perspective plus enchantesse du point de vue canadien. Par contre, pour être réaliste, premièrement, la politique agricole serait complètement dévastatrice. Le Canada est un immense producteur de céréales, notamment. Il y aurait beaucoup d'enjeux de cette sorte-là. Je pense que ce qui est plus envisageable, c'est des modèles suisses, norvégiens, britanniques, d'accords de partenariat qui pourraient, de manière incrémentale, s'approfondir avec le temps et s'élargir à d'autres domaines. Je pense que c'est ça qui doit être sur la table à ce stade-ci. L'accord de libre-échange qui a été signé, le CETA, donne pas ses fruits. Premièrement, il n'a pas été encore ratifié par beaucoup de pays européens et la part de marché n'a pas sensiblement augmenté autant, disons, que les prévisions l'étaient jusqu'à présent. Donc, au niveau commercial, il y a plus à faire avec le même, sans élargir l'accord, simplement avec ce qui existe déjà. Et au niveau de la sécurité de la défense, on en a parlé, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour approfondir le partenariat. Ensuite, je pense que ça peut être élargi à d'autres secteurs éventuellement. Je sais qu'il y a un programme d'échange étudiant. Beaucoup de Français viennent à Montréal et dans nos universités. Il y a déjà beaucoup de partenariats sectoriels. Il pourrait y avoir une espèce de cadre qui pourrait l'englober et qui pourrait éventuellement, avec les rencontres, l'approfondir. Mais l'idée de lancer un processus formel d'adhésion à l'Union européenne, je ne crois pas qu'on en est là, même si beaucoup de Canadiens en rêvent. Il y a un chapitre dans un livre du Britannique Timothy Garton qui s'appelle Facts as Subversive, qui est un livre qui date d'il y a 20 ans, je crois. Il y a un chapitre sur est-ce que le Canada va devenir membre de l'Union européenne. Il discute ça assez bien dans une situation à l'époque beaucoup plus tranquille. Il discute les avantages et les inconvénients. Mais enfin, on sent bien que c'est quelque chose qui poserait un certain nombre de questions, comme disait Justin Massy. Moi, ma réponse à ça, c'est en tout cas, si le Canada peut être présent en Europe avec davantage de force, de moyens, de volonté et participer à tout ce qui lui est d'ores et déjà ouvert en Europe, le cas échéant moyennant ce qui est d'intérêt mutuel, je l'ai mentionné moi aussi, l'accord de libre-échange, ce serait une bonne chose, d'autant qu'une fois de plus, on a, je pense, vivons sur des continents séparés, mais nous avons beaucoup à voir ensemble, non seulement historiquement, mais avec l'avenir. Je pense que autant le Canada peut nous aider en Europe, et par exemple, on pourrait imaginer, et certains ont joué avec l'idée d'un Conseil de sécurité européen qui serait au-delà des institutions telles qu'elles existent à l'Union européenne ou au sein de l'Alliance et qui regrouperait nécessairement des États, et je cite ces trois-là à dessein, la France, le Royaume-Uni et le Canada. Il pourrait s'y retrouver. Il y aurait aussi des alliés compliqués actuellement à gérer, mais qui sont là et qui peuvent aider aussi, comme les Turcs. Ce serait une chose, mais le rapprochement des points de vue européens et canadiens peut aussi nous servir, je pense, dans d'autres points du monde. Le Canada est un État du Pacifique. Taïwan a été évoqué tout à l'heure. Et là, je pense que nous avons la possibilité de réfléchir ensemble à la façon dont nous pourrions intéresser les Américains aussi dans cette partie-là du monde. La France est un État de l'océan Indien et du Pacifique. On y a des intérêts
directs et nationaux de souveraineté. Mais si demain l'alliance AUKUS finit de se déliter, qu'il faut reconstruire quelque chose, indépendamment des États-Unis, personnellement, je vois bien des États comme la France, le Royaume-Uni, le Canada, certainement aussi des partenaires asiatiques, évidemment l'Australie, jouer ensemble dans cette partie du monde aussi. Mais une fois de plus, avec la possibilité d'intérêt, je mentionne l'Asie parce qu'évidemment, la priorité numéro un des États-Unis affichée. Et beaucoup de choses découlent de là, avec une partie du raisonnement qui me semble rationnelle, une partie qui ne l'est, à mon avis, pas, parce que si les États-Unis démontrent de la faiblesse en Europe en donnant l'impression de donner aux Russes ce qu'ils veulent, ce sera mauvais pour la perception de la puissance américaine et de ses capacités en Asie. Et je pense que les Russes ne donneraient absolument rien en échange concrètement en Europe, bien au contraire. Mais ça, c'est un autre débat. Donc simplement pour répondre à votre question, adhésion du Canada à l'Union européenne, j'y crois pas beaucoup. C'est pas de l'ordre, c'est sans doute pas une impossibilité, mais j'y crois pas beaucoup. Mais le renforcement des liens, très certainement. Aussi sceptique sur l'adhésion, comme ça, à brûle pour point, mais je suis pas un expert économique. Mais en écoutant Alexandre, je pense qu'un resserrement des liens, on sait qu'on a un président américain qui est très dans le deal, etc. Et si les Européens et les Canadiens sont capables de montrer qu'ils s'engagent et qu'ils sont capables de défendre l'Europe avec un soutien minimum des Américains, mais que globalement ils sont capables de prendre en charge la sécurité de l'Europe et donc de soulager d'une certaine manière les Américains, mais que également ils sont capables d'aller avec eux pour donner plus de légitimité éventuellement à leur action sur la zone Pacifique, c'est peut-être un langage qui pourrait porter. Voilà, mais encore une fois, on en revient à cette question de confiance. Pour convaincre, il faut donner des assurances et il faut montrer que on est sérieux. Et c'est un peu le problème aujourd'hui. Quand on regarde bien, s'il n'y avait pas eu le durcissement du conflit ukrainien et le déclenchement de la guerre en 2022, la cible des 2% du PIB consacré à la défense, elle a été agréée en 2014. Et on avait dit, dans 10 ans, on devrait tendre vers ça, mais on s'engageait même pas à atteindre la cible. 10 ans, c'est trop long dans le contexte international actuel. Si on dit on va faire ça, il faut le faire rapidement et il faut montrer qu'on est sérieux. Il y a que ça qui pourra convaincre les Américains. Parce que le rappel sur le partage du fardeau, ça a été un irritant pendant toute la guerre froide et encore après la guerre froide. Donc ça fait plusieurs décennies que ça dure et on n'a toujours pas apporté la réponse. Donc voilà, si on veut convaincre, mais ça peut être une conversation entre l'Europe et le Canada pour être beaucoup plus consistant et beaucoup plus convaincant vis-à-vis des Américains pour éviter que les choses s'enveniment trop.